Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 799 de Kingdom. Plus qu'un chapitre avant le chapitre 801, un chapitre qui va être très intéressant d'ailleurs, je pense. Mais pour commencer, on s'attaque au 799. On se retrouve donc là où on était, tout simplement, lors du précédent chapitre, c'est-à-dire donc avec Shiryu et Suo qui se réunissent à nouveau. Et tout simplement les deux qui vont qui vont être heureux de cette nouvelle, qui vont se faire un câlin classique. Mais ce qui est un peu moins classique, c'est qu'ils font ça en territoire ennemi, vraiment dans la tente d'un général ennemi. Et ça, franchement, je trouve que c'est lunaire. C'est même extrêmement drôle, je trouve. Mais bon, on a ensuite Shiryu qui va dire à Suo qu'il n'avait pas besoin d'en faire autant pour elle, et que de toute façon, une fois guérie, elle aurait pu tout simplement tous les découper, même avec un seul bras. Alors ici, évidemment, il y en a qui vont dire après qu'on l'ait soigné, en gros, elle aurait eu zéro pitié. En même temps, c'est une mercenaire, c'est pas forcément étonnant. Mais surtout, ce qui est quand même assez marrant, je pense, c'est qu'elle en aurait été capable. Je pense réellement qu'elle en aurait été capable, même avec un seul bras. Il faut voir ce qu'elle a fait déjà quand elle était mal en point face à... J'ai plus son nom. Jiagag, voilà. J'avais oublié son nom, c'est fou. Bon, du coup, face à Jiagag, oui, Agag. Donc franchement, derrière, elle aurait pu faire du très très sale, clairement. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque Suwu est venu la délivrer. Et on a donc ensuite l'un des mecs, d'Ozawa, qui voulait prendre la tête du général ennemi, tout simplement. Enfin, l'un des mecs de Seika, plus précisément. Et vu qu'il a eu ce qu'il voulait, tout simplement, vu qu'il a pu faire un câlin à sa femme, il se dit bon maintenant c'est bon, je peux te prendre ta tête. Évidemment, on a Suo qui va demander une nouvelle requête à Kansaro, et il va lui demander tout simplement de laisser partir Shiryu en échange de sa tête. Ce que je trouve encore une fois exceptionnel de la part de Suo, qui franchement est prêt à tout. Mais quand je dis à tout, c'est vraiment à tout pour sa femme. Et ça, c'est juste exceptionnel. Quelle preuve d'amour pourrait-il fournir en plus là à ce niveau-là? Vraiment, c'est exceptionnel. Et en même temps, c'est lunaire, parce que c'est le genre de truc qu'on voit pas tous les jours. Un général qui se rend pour sauver sa femme, très clairement, on n'a pas ça tous les jours. Mais bon, finalement, on a Kansaro qui va refuser. Mais il va pas prendre sa tête, non. Il va tout simplement lui dire que il ne l'aurait pas réuni avec sa femme si c'était pour les tuer. Il va tout simplement les libérer. On avait évidemment émis l'hypothèse, donc la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, comme quoi évidemment Kansaro pourrait les libérer tous les deux. Et c'est ce qui se passe ici. Alors même si personnellement j'étais pas trop pour, parce que je me suis dit, libérer un général ennemi, ça peut quand même se retourner contre lui. Mais en même temps, ça peut aussi être un avantage stratégique. C'est-à-dire qu'ici, on a Suo qui doit maintenant... il a une dette envers Kansaro. Et évidemment, on a Kansaro qui confirme. Ce qui veut dire que potentiellement, cette dette aura une importance plus tard. Est-ce que cet événement-là ne pourrait pas justement amener plus tard à la mort de Uzen, peut-être? C'est pas impossible pour moi que justement Suo trahisse Uzen peut-être plus tard pour rembourser cette dette envers Kansaro. Maintenant, à voir, mais c'est pas impossible. Ou tout du moins, je pense réellement que il va y avoir quelque chose par rapport à ces deux-là à un moment ou à un autre. Et ça pourrait avoir de très grandes conséquences. À voir plus tard. En tout cas, ici, on a du coup Suo qui s'en va. On sait pas trop s'il retourne à l'armée douzaine ou pas. Donc ça reste à voir, mais en tout cas, il part, évidemment. Donc à voir tout simplement qu'est-ce que ça amènera plus tard. Et on a évidemment donc le soldat de Seika qui va tout simplement s'affoler, qui va dire mais pourquoi est-ce que vous l'avez laissé partir, etc. Et on a donc les autres soldats qui vont lui expliquer que c'est un petit peu en mémoire du coup de Jiaga. Jiaga qui aimait justement la vertu de Kansaro, cette profondeur d'âme qu'il avait. Et tout simplement, ils sont tous heureux justement de voir ce Kansaro là.
Et on voit évidemment ici du coup que c'est un petit peu en honneur de Jiaga. On a donc les soldats de Jiaga, hein, qui vont se dire bon, il doit bien sourire de là où il est, alors que Jiaga n'a jamais souri de sa vie. Donc voilà, c'est une fin franchement, c'est une fin acceptable, hein, très clairement, du côté de cette affaire, hein, entre Sue et Kansaro, enfin une fin, pour le moment tout du moins. Maintenant à voir, est-ce qu'ils vont retourner du côté de Uzen, ou est-ce qu'ils vont tout simplement se retirer totalement de la guerre, enfin des conflits de Kin et de Zao, c'est à voir. Personnellement je pense qu'ils vont retourner du côté de Uzen, hein, quand même, parce que là vraiment Uzen n'a plus aucune armée, donc s'il peut garder quand même au moins deux généraux, bah ce sera pas trop, hein, très clairement. Parce que oui, Shiryu, alors je sais plus si Shiryu était déjà général à l'heure actuelle, mais à mon avis, dans tous les cas, si elle ne l'était pas, elle va le devenir. Ça, c'est sûr et certain. Uzen n'aura pas trop le choix, hein, c'est les deux soldats qui lui restent de son armée. Et en considérant du coup Uon qui va probablement rejoindre l'armée de Uzen, au moins temporairement, ça lui ferait du coup 3 généraux pour reconstruire son armée. C'est un bon début. Sachant que derrière on pourrait avoir d'autres généraux qui rejoindront, hein, du coup l'armée d'Uzen, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans le chapitre, parce que ça va être un petit peu le propos. Du coup on se retrouve cette fois-ci à la capitale de Sao, hein, donc Kantan, où tout simplement une fête est organisée, hein, pour la victoire de Riboku, hein, même plus précisément c'est 2 victoires consécutives. Il a quand même envoyé par le fond deux généraux, enfin deux grands généraux de Shin. Enfin, Uzen n'est pas mort, mais son armée par contre c'est fini. Donc très clairement c'est une très très grande victoire, et surtout elle a été expéditive. Tout comme la dernière finalement, hein. La dernière guerre face à Kanki n'a pas duré très longtemps, mais elle a quand même duré un peu plus longtemps au moins que la demi-journée de Uzen, hein, parce que là vraiment c'était une annihilation totale, hein. Et on apprend donc ici que la popularité de Riboku atteignit ici un point historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien pour moi, c'est un petit peu un aveu du fait que Riboku ne montera pas plus haut. Ça veut dire que potentiellement Riboku, il n'aura pas de troisième victoire. C'est la dernière victoire qu'il aura. Parce que si ça veut dire un pic historique, ça veut donc dire que il n'y aura pas plus. Il ne pourra pas avoir une troisième victoire consécutive. Non. Riboku, potentiellement, c'est la dernière fois qu'il gagne. Et il va falloir qu'il en profite. La prochaine fois, à mon avis, il va se faire dégommer. Que ce soit par Uzen ou quelqu'un d'autre, il va se faire dégommer. De toute façon, hein, il le sait. Laisser Uzen partir, ça peut très vite se retourner contre lui. On a donc de leur côté, hein, donc, le conseil d'état de Zao, hein, tout simplement, qui s'inquiète un petit peu de cette nouvelle de son côté. Tout simplement car pour eux, bah, c'est pas une bonne chose. Et oui, laisser Riboku revenir comme ça en vainqueur, bah, ça fait qu'ils risquent de se faire tous évincer au profit de Riboku. Et oui. Et en plus, ça ils ont encore plus peur, c'est que s'il n'y a plus de guerre, eh bien Riboku pourra vraiment commencer à régner un petit peu sur la capitale, et n'aura plus aucun souci du coup ailleurs, et pourra tout simplement évincer tout ce beau monde, hein. Alors même si nous, on sait que Riboku se fiche complètement de Kantan, hein, il veut juste retourner à Gaimon, donc voilà. Et on a évidemment donc le conseil qui va chercher un moyen de traîner son nom dans la boue. Est-ce qu'ils vont y parvenir ou non? Ça va être compliqué quand même de trouver quelque chose, hein, contre Riboku. À voir, hein, mais ça va être compliqué. On voit donc évidemment le roi de Zao en scène. On ne voit pas préciser dans quel état il est actuellement, ni qu'est-ce qu'il fait. Voilà, on reste sur YouTube, on va éviter. Mais voilà, très clairement, ce roi est aussi détestable que son père. Et il serait même pas étonnant qu'il devienne plus détestable que lui à l'avenir, hein, vraiment. C'est n'importe quoi. Il demande donc à Riboku de revenir, hein, tout simplement. Enfin, il envoie donc l'ordre à Riboku de revenir le plus vite possible. Et on se retrouve donc du côté de Riboku, justement, avec Shibasho. Et le fond de cette page est horrible. Avec du coup les deux généraux, hein, tout simplement, en avant. Et derrière, les nombreux chariots de cadavres qui s'entassent les uns sur les autres. Ah, très clairement, on nous montre par cette guerre que vraiment elle a été très très destructrice.
Déjà dans le dernier chapitre, on avait vu justement, on voyait les champs de cadavres, et puis les soldats qui se faisaient achever. Et vraiment, cette guerre nous montre que la guerre, c'est pas le truc le plus gentil qui soit. C'est très intéressant justement de la part de l'auteur de nous montrer cet aspect-là de la guerre, parce que la plupart du temps, surtout quand Kin gagne, on a un aspect de la guerre très romancé. Ici, vraiment, on nous montre que la guerre est effroyable, vu que Kin a perdu. On a donc une discussion entre Shibasho et Riboku, tout simplement. Riboku qui va remercier Shibasho, parce que c'est tout simplement un petit peu grâce à lui et Saika que cette victoire est possible, tout simplement. Parce que c'est eux qui ont été en première ligne et qui ont réussi à faire fuir Uzen en détruisant son armée, très clairement. Et Riboku l'admet lui-même ici que lui, il a quand même créé le plan. Cette victoire, il la mérite totalement. Mais c'est-à-dire que ceux qui ont le plus souffert dans cette bataille, c'est très clairement Shibasho et Saika, qui ont perdu énormément d'hommes. Et on a donc Shibasho qui va également parler du fait que Saika ne voulait pas à l'origine faire la guerre. C'est même pour ça qu'ils ont créé ce royaume. C'est pour être tranquille dans leur coin et ne jamais être pris dans ce cercle de guerre. Et finalement, ils ont été obligés d'y arriver. Et on va également apprendre de la part de Shibasho, et ça c'est extrêmement intéressant, que maintenant qu'ils ont perdu autant d'hommes, ils ne peuvent plus reculer. Si Zhao doit à nouveau rentrer en guerre contre l'ennemi, Saika n'aura d'autre choix que d'y participer. Désormais, ils n'ont plus le choix. Saika va devoir se battre contre Kin ou d'autres royaumes, s'il y a d'autres attaques à ce moment-là. Ça va être une obligation pour eux. Et ça, très clairement, ça nous montre encore que ce cycle de haine est pour le moment encore perpétuel. Il continue, c'est un cercle vicieux dont tous ceux qui en entrent ne peuvent en sortir. C'est très facile d'y rentrer, mais c'est quasiment impossible d'en sortir. Et ça, on nous montre bien justement par Shibasho, qui s'en rend compte ici maintenant. Et en même temps, on a Shibasho qui va demander justement à Riboku comment est-ce qu'il fait justement pour envoyer du coup tous ces soldats de Ganmon. D'ailleurs, j'ai dit Gaimon tout à l'heure, c'est Ganmon, pardon, petite erreur. Comment est-ce qu'il fait pour envoyer tous ces soldats de Ganmon tout simplement au front comme ça, et sans avoir peur de les perdre, tout simplement. Et ici, il y a deux raisons. La première étant que Riboku est habitué à la guerre, et donc forcément, en tant que stratège, il est obligé d'être plus résistant, c'est comme ce qu'on avait vu au début avec Karyoten. Les stratèges sont obligés d'avoir une armure psychologique vraiment très très puissante, tout simplement. Mais en même temps, on apprend pour Riboku que c'est quand même extrêmement douloureux, et évidemment, heureusement que ça l'est. Mais Riboku a cette armure psychologique. On l'avait vu autrefois lorsqu'il avait perdu Keisha face à Shin, mais surtout lors de la bataille contre Kanki. Et on voyait qu'il avait réagi assez froidement, entre guillemets. Alors certes, c'est grâce à ça qu'il avait pu battre Kanki derrière, mais il avait agi assez froidement et n'a pas cherché à sauver Keisha. Alors que c'est lui qui l'avait recueilli, etc. La seule personne à l'heure actuelle que Riboku cherche à protéger le plus possible, c'est Kain. Et ça, par contre, ça, s'il la perd là, ça va sûrement être autre chose. Mais bon. En tout cas, on a Riboku et Shibasho qui nous offrent réellement une discussion très intéressante ici, justement, sur la guerre, mais surtout sur le fait que celle-ci est effroyable, encore une fois. C'est vraiment tout le propos de ce chapitre, vraiment. La guerre, ça fait des ravages, et on nous le montre. Alors certes, dire c'est pas gentil de faire la guerre, c'est pas gentil d'être méchant, on peut se dire oui, on le sait très bien. Mais en même temps, est-ce que ça nous empêche de le faire ? Absolument pas. Dans notre monde, même aujourd'hui, en 2024, je pense que vous savez parfaitement le contexte actuel dans le monde. Très clairement, même aujourd'hui, la guerre, on y est toujours un petit peu accro par-ci par-là. Donc voilà. Ça reste quelque chose de constant finalement. Et Riboku va nous le dire finalement. C'est tout ce que possède l'homme. La guerre, c'est quelque chose que l'homme ne peut se séparer, ne peut tout simplement abolir. Ça fait partie de nous, et on ne peut malheureusement faire autrement.
Et Riboku va également nous dire que certes, il y a des périodes de paix plus ou moins longues, mais toujours la guerre reviendra. À chaque fois, elle reviendra. Peu importe la période de paix, elle reviendra. Et c'est ce qu'on voit également, évidemment, encore une fois, dans notre monde. À chaque fois qu'il y a une période de paix, il y a toujours une période de guerre derrière. C'est toujours comme ça. Même si la période de paix peut durer plusieurs centaines d'années, voire plus, il y a toujours un truc qui revient derrière. Donc voilà, encore une fois, c'est un chapitre vraiment très profond. Et je pense en même temps que l'auteur a également voulu s'inspirer quand même du contexte actuel, justement. Et tout simplement vouloir passer un message dans Kingdom. Là où dans Kingdom, habituellement, la guerre est plus ou moins romancée. Avec le contexte actuel, je pense réellement que Hara a voulu nous faire passer ce message comme quoi la guerre c'est pas si sympa que ça en fait. Et c'est pas cool de se taper dessus et de tuer des gens. Donc voilà. Réellement ce chapitre me touche plus que la plupart de ceux avant. Donc voilà. On a donc Shibasho qui va retourner à Saika, tout simplement, offrir des sépultures aux victimes, malheureusement, de cette guerre, encore une fois. Et on voit justement ici une case, tout simplement, avec les familles pleurant la mort des leurs. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans Kingdom. Oui, j'insiste beaucoup là-dessus, mais réellement, ce chapitre est choquant par rapport à ce qu'on voit d'habitude dans Kingdom. Donc voilà. On a ici ensuite Riboku qui va arriver sur la fin du chapitre, avec l'élément le plus intéressant, bien sûr, qui va nous affirmer que maintenant, grâce à Shibasho, Kin va devoir prendre plusieurs années pour pouvoir revenir. Il va falloir qu'il récupère des forces, tout simplement, et ça va leur prendre plusieurs années avant de pouvoir réattaquer Zao avec une aussi grande force, tout simplement. Mais cependant, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on a Shibasho qui dit que non, ça va pas forcément briser leur rêve. Certes, ça rend le chemin beaucoup plus difficile, mais ça va pas briser leur rêve. Et Riboku le sait aussi. Tout dépend à l'heure actuelle du roi de Kin, Sei. Et oui, et c'est là où le chapitre 800 va être exceptionnel, c'est que le chapitre 800 va pour moi être concentré exclusivement justement sur Sei qui va devoir prendre une décision, et évidemment sur Shueikun qui va lui aussi devoir prendre une décision très grande, où ils vont tout simplement devoir préparer un plan de refonte de leurs armées probablement, peut-être élire de nouveaux généraux, nouveaux grands généraux, je ne pense pas quand même, je pense que c'est quand même trop tôt. Genre, je ne vois pas Shin par exemple passer grand général après une défaite pareille, c'est impensable. Mais par contre oui, des nouveaux généraux, c'est pas impossible. Par-ci par-là, ça peut toujours permettre ça peut toujours permettre justement à des armées de se fortifier. Il va falloir refaire l'armée douzaine. Donc très clairement, ouais, il va y avoir beaucoup de boulot de reconstruction. Ce qui fait que je pense que là, on va avoir quand même pas mal de chapitres justement sur la reconstruction, de la politique sûrement aussi. Et que la prochaine guerre est pas près d'arriver avant un petit moment, je pense réellement dans le manga. Maintenant à voir, comme beaucoup l'ont théorisé, on pourrait avoir tout simplement le trio qui va aller faire une attaque AE3. C'est une possibilité, enfin pas à Zao mais sur un autre royaume, genre Han par exemple. À voir. Moi l'autre possibilité que je vois c'est une alliance avec Ki. On sait que Ki et Kin ont à l'heure actuelle une très bonne relation. Donc est-ce que Ki pourrait justement nouer tout simplement une alliance avec Kin pour pouvoir attaquer Zao ensuite avec des forces alliées de Kin et de Ki? Peut-être. C'est quelque chose que je me suis posé justement. C'est une question que je me suis posée en voyant ce chapitre. On connaît pas encore les forces de Ki. On sait pas qu'est-ce qu'ils ont comme généraux, etc. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est le royaume le plus petit. Cependant, dire que c'est le plus faible, ça j'en suis pas sûr. Parce qu'on sait qu'autrefois, Ki était le royaume le plus grand. Est-ce qu'ils ont encore leurs meilleurs généraux? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Enfin, tout du moins, sans parler spoil historique, bien sûr, je précise, on ne sait pas. Bien sûr, ceux qui connaissent les spoils historiques, etc., savent très bien si qui possède encore ces généraux. Moi, je ne sais pas. Et évidemment, je préfère pas savoir. Donc voilà, à voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Mais c'est quelque chose que j'attends de voir. Potentiellement une alliance. Et surtout voir un petit peu les forces de Ki, tout simplement. Parce qu'on connaît des généraux de tous les royaumes, sauf de Ki. Ki, on n'a jamais rien vu. On connaît rien d'eux. Donc ça m'intrigue quand même, personnellement. Donc à voir.
Donc voilà, cette vidéo se termine sur ça, et puis nous, on se retrouve du coup pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.